C'est toujours un plaisir de vous retrouver soit derrière votre écran, soit en direct du Quai des Savoirs de Toulouse pour une session encore marquée par une question cruciale qu'on va aborder dans quelques instants. Je vous rappelle juste que vous allez pouvoir poser vos questions en flashant le QR code, celui que vous avez reçu, celui qui est sur vos chaises. On va essayer de susciter un petit peu moins de frustration que tout à l'heure où il y avait vraiment de nombreuses questions et prendre un peu plus de temps puisque vous nous stimulez et vous participez et on vous en remercie grâce à vos questions qui sont souvent très pertinente. La question qu'on va se poser tout de suite, c'est celle du fait qu'on va manquer d'eau peut-être l'été prochain. Sécheresse, canicule, feux de forêt ont marqué les esprits de la population française lors de l'été passé. Dès lors, comment s'assurer d'un avenir souhaitable alors que le stress hydrique devient la norme dans notre pays? On en discute tout de suite. Voici Pierre Ribotte, directeur général de l'activité Eau-France chez Veolia, et Pascal Bourreau, ancien prévisionniste chez Météo France et président du syndicat Haute-Garonne Environnement. Notre modérateur de prestige sera là encore, Étienne Gernel, le directeur du Point. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs, merci. Bien, c'est parti, c'est moi qui préside, paraît-il, ça fait toujours bizarre. Bienvenue Pierre Ribotte, Pascal Bourreau, merci d'être là avec nous, merci d'être là pour parler d'eau, sujet qui nous préoccupe un tout petit peu parce que, comment dire, qu'est-ce qui est le plus inquiétant dans la vie que de la perspective de manquer d'eau. Alors, moi j'ai envie de vous poser à tous les deux, peut-être qu'on peut commencer par vous Pierre Ribotte, cette question très simple. Est-ce qu'on va vraiment avoir un gros problème d'eau? On a déjà eu des sujets cet été de restrictions. Est-ce que c'est quelque chose qui vient? C'est un vrai risque? C'est concret? C'est réel? Bonjour. Oui, enfin, ce risque, il existe. Il s'est matérialisé une première fois pour nous en France cet été. C'est une conséquence directe du réchauffement climatique, du dérèglement climatique qui s'accélère. Parce qu'il y a un couplage entre le climat et le cycle de l'eau. Donc, ce qu'on observe, si on se projette un petit peu sur les 20-30 prochaines années, à peu près quels que soient les scénarios, 2 degrés, 3 degrés, c'est une baisse du débit des fleuves de 20 à 40% et une baisse de la recharge des nappes de 20 à 40%. C'est l'ordre de grandeur. Voilà. Si on est sur le bassin à Tour-Garonne, on est plutôt sur en débit d'étiage entre 50 et 60% en fait, sur le débit de la Garonne. Donc, ce scénario, cette mécanique, elle est à l'œuvre, et donc le cycle de l'eau va être très fortement perturbé par l'accélération du dérèglement climatique, et c'est donc quelque chose qu'on va expérimenter dans les 10, 15, 20 ans qui viennent à notre échelle. Donc, oui, le cycle de l'eau va être perturbé. Et concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'il y aura plus de stress hydrique et donc des situations où les infrastructures, les systèmes, les usages en place vont être très fortement challengés comme on l'a un petit peu vécu cet été. Mais quand vous dites stress hydrique, c'est de quelle ampleur? Est-ce qu'il peut se produire quelque chose, on tourne le robinet, il n'y a pas d'eau? Ou est-ce que on va y avoir des alertes? Non, mais c'est très concret. Oui, cet été, il y a eu des situations où on a tourné le robinet, il n'y avait plus d'eau dans une centaine de communes en France. Dans quelle région? C'était réparti dans le sud de la France, essentiellement le sud-est de la France, essentiellement. Alors on organise des choses, on organise des distributions d'eau en bouteille, mais on n'est plus dans le confort, l'habitude qu'on a de cette eau qui est maîtrisée, domestiquée, ou à la maison, on tourne le robinet, que ce soit la nuit ou pendant la journée, en hiver ou en été, et on a une eau qui coule de façon constante au robinet. Donc oui, ça peut arriver. C'est déjà arrivé cet été. Pascal Bourreau, vous me disiez tout à l'heure, je suis dans l'eau jusqu'au cou parce que vous êtes ancien prévisionniste de Météo France, mais vous êtes aussi dans un syndicat qui fait de la pédagogie sur l'environnement et aussi va directement dans une organisation qui distribue de l'eau en Haute-Garonne. Oui, absolument. Bonjour. On a
en Haute-Garonne un syndicat mixte qui s'appelle Haute-Garonne Environnement, qui fait œuvre de pédagogie avec des outils destinés aux collèges et aux élèves des écoles primaires sur toutes les thématiques du développement durable, entre autres sur le traitement de l'eau, l'économie en eau. Et effectivement, je suis aussi vice-président de Réseau 31. Réseau 31, c'est un syndicat départemental de l'eau qui gère l'eau pour à peu près 400 000 habitants sur la Haute-Garonne et qui est dans une démarche d'essayer de trouver des innovations pour justement éviter de se retrouver en état de stress hydrique. Alors, ce qu'on peut dire par rapport... Et vous l'avez déjà vu, pardon, vous, le stress hydrique? Vous l'avez déjà... Alors, on l'a vécu cette année 2022 avec une année exceptionnelle, hein, tant par les températures que par le niveau des précipitations extrêmement faible. On est sur un déficit global dans la région de l'ordre de 40%, jusqu'à 60% entre le 1er mai et le 30 octobre sur la région toulousaine, c'est-à-dire une situation qu'on n'avait jamais connue, avec notamment un mois de mai. C'est aussi ce qu'il faut prendre en compte, c'est une précocité. Mois de mai, le plus sec de tous les temps, enfin, depuis qu'on fait des mesures dans la région, avec seulement 3 mm de pluie, alors que c'est normalement le mois le plus pluvieux de l'année, avec 75 mm. Et donc ce déficit s'est poursuivi jusqu'à la fin du mois d'octobre, avec, il nous manque en gros 200 mm par rapport aux moyennes habituelles, donc 200 c'est beaucoup. Heureusement, depuis le mois de novembre, on a des précipitations qui font que petit à petit on comble, mais on est très loin de combler. Et alors ce qui a accentué les problèmes cet été, c'est aussi l'état des températures, avec du coup une évaporation très importante, un état de stress de l'ensemble de la végétation, des rendements agricoles qui ont été en perte très importante, hein. Même les céréales irriguées ont perdu de l'ordre de 25%, et les céréales non irriguées, c'est des pertes de 60 à 75%, donc ça veut dire qu'il y a un impact sur le monde agricole. En conséquence, il faut dès maintenant, comme on est dans une situation qui risque malheureusement de se reproduire, puisque l'évaluation là, des dernières perspectives, des derniers scénarios par rapport au changement climatique, c'est que l'année 2022 est révélatrice de ce qu'on va avoir dans les 20-30 prochaines années. On devrait se retrouver une année sur 3 avec ce type de météorologie sur une année. Alors la question est très simple, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de se retrouver? Mais j'avais vécu ça à Karachi où quand il n'y avait plus d'eau, en fait, il y a des camions citernes qui arrivent et qui vendent l'eau à prix d'or aux habitants. Qu'est-ce qui évite le camion citerne? Tout d'abord, on en discutait avec Pascal, voilà, exactement, merci. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire des choses, en fait. Et donc, en anticipant, on peut tout à fait aujourd'hui bâtir des contre-mesures qui vont permettre de ne pas dégrader le niveau de vie ou la qualité de vie. Voilà. Parler des camions-citernes, mais c'est une chose, l'usage domestique. Il y a l'usage agricole, il y a l'usage touristique, il y a l'usage industriel. Qu'est-ce qui se passe dans une industrie quand il y a des restrictions d'usage qui font que pendant une semaine, 15 jours, un mois, on peut pas travailler. Bon. Ça aussi, il faut aussi embarquer ces conséquences-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? La bonne nouvelle, c'est que des solutions, elles existent. Déjà, on peut essayer d'aller regarder ce qui se passe dans d'autres pays qui ont eu soif, entre guillemets, parce que c'est ça qui va se passer. La France, on a bénéficié encore d'un climat tempéré, mais ce climat tempéré va bouger dans les 20-30 prochaines années. Alors, des approximations fausses, hein, mais qui permettent de se projeter. Si on dit, tiens, c'est quoi le monde de 2040? C'est un peu loin, hein. Et c'est difficile d'appréhender ce que ça veut dire, 1,5 degré, 2 degrés, qui sont en plus des moyennes sur la planète, lissées sur des périodes de 30 ans. Enfin, c'est très compliqué d'appréhender tout ça. Bon, une première approximation, hein, fausse Pascal, mais pour fixer les ordres de grandeur, c'est-à-dire qu'en France, il fera dans 20-30 ans le climat de l'Espagne aujourd'hui. Donc si on veut se promener en France en 2040 ou en 2050, il suffit d'aller faire un tour en Espagne et regarder ce que les Espagnols font. Et les Espagnols, qu'est-ce qu'ils ont fait sur une thématique en particulier? Ils ont essayé de préserver l'eau qui était sur leur territoire, en particulier pour les territoires littoraux. Aujourd'hui, le cycle de l'eau tel que nous, on l'a travaillé hein, en tant qu'être humain, notre société, ce qu'on fait, c'est les ordres de grandeur. Hein, il tombe 500 milliards de mètres cubes par an sur notre pays.
il s'en évapore 60%, et puis il y a 40% qui reste en gros en surface et dans les nappes. Cette quantité-là, entre 1990 et 2000 et 2000 et 2018, elle a baissé de 14%. Donc cette quantité d'eau, c'est 200 milliards de mètres cubes, qui sont ce qu'on appelle la ressource renouvelable en eau en France, a baissé de 14%. Si on C'est compare, énorme. c'est énorme. Et on était au tout début des conséquences du dérèglement climatique sur le cycle de l'eau. Hein. Voilà. Donc on est à 1,1 degré aujourd'hui, 1,7 en France. Donc on est au tout début, malheureusement, de cette aventure du dérèglement climatique. Eh bien, c'est essayer de préserver cette ressource en eau. Alors, les solutions, je vais y revenir. Les solutions, elles sont de plusieurs natures. D'abord, on peut se dire que l'eau est trop précieuse pour être gâchée. Qu'est-ce que ça veut dire être gâchée? Ben, il faut la prélever juste quand on en a besoin. Donc, on prélève ce dont on a besoin, ni plus ni moins. On le transporte dans des réseaux. On essaye de ne pas la perdre dans ces réseaux. Vous savez qu'il y a des fuites. Il y a des fuites dans les réseaux. On va parler de ça, les fuites, là. Parce Voilà. qu'il paraît que sur certains réseaux, c'est jusqu'à 50%. Ça peut, C'est vrai, effectivement. ça? Oui, En moyenne, c'est 20% à peu près. Oui, en moyenne, c'est 20%, mais il y a des réseaux sous-entretenus en France. Des défauts de travail sur la recherche de fuite, des défauts sur l'investissement patrimonial de ce patrimoine enterré. Et donc, on peut perdre à certains endroits jusqu'à 40-50% de l'eau qu'on pompe. Donc ça, c'est une perte sèche et un prélèvement inutile. Donc le travail sur le rendement de réseau est un travail très important. Et il a deux dimensions. Il y a la recherche de fuite et la réparation, c'est-à-dire identifier les fuites au plus tôt qu'elles apparaissent et les réparer pour ne pas perdre cette eau qu'on a pompée, qui contient l'énergie, parfois qu'on a traitée quand c'est après l'usine de production d'eau potable, c'est-à-dire qui contient des produits chimiques qui contiennent eux-mêmes de l'énergie. Voilà. D'une part, dans la recherche de fuite qui doit être très active, très proactive, et il existe des solutions, il existe des systèmes de capteurs intelligents, ce qu'on appelle du télérelevé, des sondes connectées qui permettent de monitorer en temps réel les débits qui rentrent, qui sortent, et via des modèles de repérer les endroits où il y a des suspections de fuite et intervenir très très vite. Et deuxièmement, c'est maîtriser la qualité du réseau, c'est en anticipant les fuites. C'est-à-dire, et là, on fait ce qu'on appelle de la gestion patrimoniale, du renouvellement préventif sur les secteurs qui sont statistiquement les plus fuyards, on va dire. Donc c'est remplacer les tuyaux avant qu'ils soient percés. Voilà, identifier les endroits où ça va casser en anticipation et éviter cette fuite. C'est exactement ça. Donc ça, c'est vraiment une partie très importante. Ensuite, il y a l'usage de l'eau, donc sur lequel on peut agir. Et là aussi, la donnée, ces compteurs intelligents, voilà, si vous ne savez pas combien vous consommez d'eau, bah, vous avez toute chance de ne pas maîtriser votre consommation. Aujourd'hui, il est tout à fait possible, et c'est ce qu'on déploie notamment sur la métropole de Toulouse, de déployer ce qu'on appelle des compteurs intelligents. Donc, c'est des compteurs qui vont mesurer à des pas de temps très courts ce qui passe à travers le compteur, et donc qui vous permettent de vous informer. Où est-ce que je suis par rapport à mes voisins, où est-ce que je suis par rapport à la moyenne de ma métropole, où est-ce que je suis par rapport à un objectif que je vais me donner de maîtrise de ma consommation d'eau. Ça permet aussi d'identifier les fuites que vous pouvez avoir chez vous, une chasse d'eau qui coule, qui vous fait consommer et perdre donc beaucoup d'eau, qui n'a, entre guillemets, pardon d'être utilitariste, mais aucune utilité. Donc autant travailler, repérer cette fuite et la couper. Donc travailler sur la sobriété des usages en engageant. Et puis ensuite, le troisième volet, c'est appliquer à l'eau les principes de l'économie circulaire. C'est-à-dire, l'eau est trop précieuse pour être gâchée, mais l'eau est trop précieuse aussi pour être utilisée qu'une seule fois. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que... Seule fois. Ouais, on l'utilise en général une seule fois en France, 99,8% du temps. On prélève l'eau, en général dans la nappe. 70% des eaux à usage domestique en France sont prélevées dans la nappe, vont dans une station de potabilisation, sont distribuées, utilisées, collectées dans une station d'épuration et rejetées à la rivière. Et cette rivière, elle tire tout droit vers l'océan. Donc, c'est-à-dire qu'on prélève 70% du temps de l'eau dans la nappe et qu'on rejette à la rivière. Elle a des usages dans la rivière de soutien de débit d'étiage, mais elle termine, in fine, elle termine à la mer. Donc l'idée, ce serait de la récupérer. Par exemple, pour nettoyer les rues, utiliser des eaux usées. Voilà, par exemple, effectivement, c'est utiliser ces eaux usées qui sont traitées, puisqu'on les rejette au milieu naturel, mais on peut rajouter éventuellement un petit complément de traitement. C'est pas grand-chose, c'est pas très coûteux, et ça permet de donner une deuxième vie à cette eau pour faire du nettoiement de voirie, pour faire des usages industriels,
pour arroser des espaces verts, voire même faire de l'arrosage agricole et, in fine, éventuellement, faire de l'eau de potabilisation. Pascal Bourreau, commence au vélo. Commence au vélo. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois qu'il y a deux domaines. Hein. C'est vrai qu'on a vécu dans un état d'ébriété. Ébriété énergétique, ébriété dans les consommations d'eau dans nos sociétés occidentales. Aujourd'hui, il faut aller vers plus de sobriété. Ça ne veut pas dire des privations non plus, mais il faut économiser le plus possible l'eau. Donc c'est ce qui a été défini. Mais Pascal Bourreau, on ne se rendait pas compte qu'on était dans une économie de l'abondance et que maintenant il va falloir serrer la vis parce que ça a l'air complètement naturel. Depuis qu'on parle d'eau tout à l'heure, tout le monde d'ailleurs par réflexe boit et se dit je ne peux pas manquer de ça. Vous voyez, c'est quelque chose qui nous touche au plus profond. Et vous dites qu'on était dans un état d'ébriété, on ne le savait pas. Voilà, c'est ça le problème. Maintenant qu'on le sait, il faut agir et agir concrètement pour, d'une part, ces mesures d'économie en eau, mais aussi trouver des innovations, des solutions, parce qu'on sait que des solutions existent. Alors justement, par rapport aux solutions, le Conseil départemental de la Haute-Garonne, en partenariat avec la région Occitanie et l'agence de l'eau Adour-Garonne, va mener une expérimentation au printemps prochain par rapport à cette période où on a les recharges en eau. Et quand on a des précipitations abondantes, parfois on en a trop. C'est le printemps, c'est au printemps que ça voilà, s'emplit. C'est au printemps. Dans la région sud-ouest, c'est le printemps qui est le plus arrosé. Hein. Ce sont les mois d'avril et les mois de mai. Alors l'année dernière, pas en mai dernier, pas le mois de mai. Mais ça, c'était ponctuel. Il y a une grande variabilité aussi dans les précipitations. Donc l'idée, c'est dans ces périodes de fortes pluies, d'avoir une dérivation quelque part du canal de Saint-Martory, qui est un canal qui est longitudinal à la Garonne, pour ces déversements, les infiltrer à travers les fossés naturels jusqu'à la nappe phréatique, qui va constituer une réserve de nappe avec une onde de crue quelque part qui va se propager au fil des mois pour arriver au bon moment, en période d'étiage, et apporter l'eau qui manque. Alors ça se travaille avec le BRGM. Hein, comme le BRGM, c'est... Alors oui, pardon. Le BRGM, c'est le Bureau de recherche minière, qui est vraiment l'établissement public en France qui a la connaissance en fait de notre sous-sol. Et avec eux, on va pouvoir justement mettre en place ce dispositif qui va durer 4 ans. C'est une expérimentation, il y a un coût, hein, c'est près de 2 millions d'euros, mais c'est vraiment pour l'avenir. Et à partir du moment où on arrive à avoir une nappe phréatique qui est renforcée quelque part, ça permet de injecter l'eau en plus qui est de l'eau fraîche. Parce que le problème aussi dans ce qu'on a vécu l'été dernier, c'est la température de l'eau. Et plus la température est élevée, plus elle devient difficile à traiter. Je ne parle pas des conséquences aussi parfois pour refroidir les centrales nucléaires. C'est aussi un des problèmes. Mais rien que pour l'eau potable, à partir du moment où elle est trop chaude, on a plus de difficultés à la traiter. Et l'intérêt d'avoir de l'eau qui vient de la nappe, c'est de l'eau plus fraîche et qui va permettre justement de passer ces caps difficiles de stress hydrique. Alors sans réinventer l'eau tiède, concrètement, nous, Français, on est bons ou on n'est pas bons par rapport à nos voisins européens? La question est un peu dure, posée comme ça. Elle est un peu dure. Voilà. Donc, je pense qu'il faut remettre les choses en perspective. On avait un climat tempéré qui nous a donné, favorisé, qui a fait beaucoup de bienfaits. Voilà. D'autres pays ont malheureusement été confrontés à des situations plus compliquées avant nous et donc étaient en stress hydrique et donc nécessité a fait loi et les a forcés à bouger et à s'adapter. Encore une fois, l'exemple le plus proche qu'on a, c'est celui de l'Espagne. Un pays qu'on connaît bien ici dans cette région, en étant très proche. Mais si on prend quelques indicateurs, encore une fois, le problème est le sujet est vaste, donc soit il faut qu'on choisisse certains sujets pour l'aborder, se focaliser. Je vais me focaliser sur, on va dire, des enjeux d'économie circulaire. Et on va se mettre en situation côtière, on va dire, avec des eaux usées qu'on a traitées, qu'on remet à la rivière, qui terminent à la mer. Les Espagnols font du recyclage de ces eaux usées. Nous, en France, on en fait un petit peu, mais c'est vraiment très confidentiel. C'est-à-dire, c'est sur les volumes qui sont rejetés, c'est moins de 1%, 0,2, 0,3%. Nos collègues espagnols sont à plus de 10%.
Voilà. Et ils ne l'ont pas fait juste pour amour de l'art ou par comment dire, lubie scientifique, technologique ou d'innovation. Ils l'ont fait parce qu'ils ont eu besoin. Et quand on discute avec nos collègues espagnols, effectivement, ils auraient aimé anticiper. Ils ne l'ont pas fait. L'état de la science, probablement, il y a 20 ou 30 ans, était moins avancé qu'aujourd'hui sur ces sujets-là. Mais ils ont été confrontés à des situations où, en été, ils ont quasiment dû arbitrer entre l'usage domestique, l'usage touristique et l'usage industriel. Et quand on doit décider de se dire, OK, est-ce que j'arrête telle plateforme pétrochimique qui emploie des milliers de personnes, ou j'arrête mon activité touristique, ou je prive ma population d'une qualité de vie avec l'accès à l'eau potable, ils se sont fait très très peur. Et ils se sont dit, on va anticiper. Donc, on a du chemin à faire. La bonne nouvelle, c'est que les solutions existent. Un groupe comme les nôtres les maîtrise. C'est des choses qu'on fait dans certains pays où il y a des besoins. Donc, on a besoin maintenant de passer à l'échelle. On voit bien que si dans 15-20 ans, on a le climat de l'Espagne, à supposer que le choix qu'ils ont fait du recyclage des eaux usées traitées soit le bon, et c'est une des solutions. Il y a la recharge de nappes, telle que vous l'avez évoqué, qui en est une aussi très importante. Eh bien, on voit bien le changement d'échelle qu'il faut faire dans les 15 ans. Et on n'a pas de temps à perdre, il faut bouger maintenant. Alors justement, vous imaginez qu'on a eu pas mal de questions, donc on va tout de suite les aborder, questions qui nous ont été envoyées par le public. Et dans la continuité de ce que vous venez de dire, Monsieur Ribot, de nombreuses solutions existent pour limiter l'utilisation d'eau, douche en cycle fermé, toilettes qui n'utilisent pas 5 litres d'eau propre, ça c'est quelque chose qui revient souvent et qui choque aujourd'hui peut-être. On en est arrivé quand même à un point de conscience de la population générale de se dire quand même utiliser de l'eau propre pour les toilettes c'est une aberration. Récupération de la pluie, pourquoi n'est-ce pas plus développé ? C'est cette question de nécessité probablement était là. Donc on a qu'on soit dos au mur pour qu'on agisse. Je le souhaite pas, mais en tout cas, quand on est dos au mur, on doit bouger. Voilà, donc, vous donnez l'exemple espagnol, ils sont encore plus concernés que nous. Regardez, ils ont déjà anticipé. Attention, c'est en train d'arriver. Ouais, ils ont anticipé, ils ont réagi en fait. Voilà. Donc ils ont réagi le premier coup. Là, ils sont dans l'anticipation. C'est-à-dire que comme malheureusement, pour eux aussi, le dérèglement climatique ne va pas s'arrêter là. Et donc leur pays va être encore plus touché dans les 20 ans qui viennent. Ils ont passé un été 2022 catastrophique. Nous, on a souffert, ils ont souffert encore plus que nous. Ils sont dans l'anticipation. Comme ils savent d'où ils viennent, ils ont été vaccinés une première fois. Donc, ils sont dans l'anticipation, ils sont dans la mise en place de mécaniques. Donc, moi, je pense que pas trop. Comment dire, je souhaite pas vraiment, si vous voulez, qu'on regarde trop dans le passé, parce que ce qu'on a besoin de faire maintenant, c'est regarder devant nous et bouger. Les villes sont construites là où elles sont, les bâtiments sont construits là où ils sont. Donc, ça va être, par exemple, sur ce sujet de la séparation des réseaux à l'intérieur du bâti. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée et il faut le faire. Il faut absolument le faire. Chez soi pour traduire une arrivée d'eau non potable. Il faut penser ce qui existe et ce qui reste à faire. Ça va être très compliqué dans des centres urbains très construits, dans des bâtiments, dans des maisons qui ont 20, 30, 40, 50 ans, un siècle, 2 siècles parfois pour certains, d'aller tout casser et tout refaire à l'intérieur. En revanche, dans le cadre de grandes rénovations, si on doit tout casser dans un bâtiment et tout reconstruire, il faut se poser la question, effectivement. Pour les grands malls, les grands centres, se dire de penser, et beaucoup de bâtiments aujourd'hui embarquent dans les nouvelles certifications environnementales, c'est quand même des choses qu'on commence à voir apparaître même dans notre pays, de séparer, d'avoir des systèmes de collecte d'eau de pluie pour de l'arrosage, des espaces verts. Souvent, c'est dans ces grands espaces commerciaux ou industriels de bureaux, il y a des petits jardins, mais on peut les arroser comme ça. Récupérer l'eau des toilettes pour la traiter. Ce sont des technologies aujourd'hui qui sont assez compactes pour un bâtiment comme ça, qui peuvent rentrer dans des pièces qui font 20, 30, 40 mètres carrés, donc on peut les mettre en sous-sol tout à fait. Il y aurait des micro-stations d'épuration voilà, sur les bâtiments. et réalimenter. Ça, c'est des choses qu'on peut faire dans des bâtiments neufs, et puis réserver l'usage de l'eau potable pour l'eau du robinet, on va dire, pour la restauration collective qu'il peut y avoir dans ces bâtiments-là. En fait, tout ce qui est en contact direct avec l'homme. Quant à la construction des villes, aujourd'hui, imaginez que dans les réseaux existants, on puisse séparer à nouveau. Ça, ce sont des chantiers pharaoniques.
En revanche, ce qu'on peut faire, c'est autour des stations d'épuration, on peut tout à fait commencer à imaginer des usages alternatifs de cette eau usée traitée qu'on rejette à la rivière. Une partie peut être affinée pour avoir une deuxième vie. Donc, je pense qu'il faut penser dans le mouvement. Et parce qu'on a un poids de la construction de la société dans laquelle on vit. En revanche, il ne faut pas rater les adaptations futures dès à présent, et on peut faire beaucoup de choses. Et ce sont des petits pas qui améliorent grandement la situation. Alors, deux questions pour finir, qui sont un petit peu techniques, mais dans ce sens-là. Première question, l'installation d'usines de désalinisation en France pourrait-elle être une solution? Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à des coûts et des économies d'échelle qui permettraient cela? Et dans le sens que vous avez dit, est-ce qu'on pourrait utiliser pour le nucléaire, pour refroidir les centrales, les eaux usées? Voilà, donc deux solutions techniques, viables, pas viables? La salinisation, il faut le regarder de très près parce que le contexte environnemental, à partir du moment où on désalinise, ça peut avoir des impacts importants en termes de concentration, justement, quand on est obligé de rejeter la saumure. Donc c'est quelque chose, effectivement, qui est réalisé dans certains pays. Mais il me semble qu'il faut revenir un petit peu à se rappeler l'histoire. On a parlé de travaux pharaoniques, mais à l'époque des pharaons, les Égyptiens avaient des réserves d'eau souterraines. Et si on change de continent, les Incas avaient aussi des réserves d'eau souterraines. Donc s'inspirer aussi du passé, des populations qui avaient vraiment des situations de stress hydrique systématiques, ça donne aussi des idées pour éviter aussi l'évaporation, hein, parce que ce fameux débat, bassine, retenue. Le problème, c'est quand il y a une température élevée, c'est qu'on a une évaporation énorme. Donc on a vraiment intérêt aussi à récupérer l'eau qui tombe pour l'utiliser dans un périmètre relativement restreint. C'est small is beautiful, c'est comme pour l'énergie, si on peut la produire pour de l'autoconsommation au niveau local, ce sera plus efficace que des grandes structures qui ont un coût dans les transports très élevé. Ouais, peut-être, je partage l'analyse qui a été faite. Oui. Donc, le dessalement, c'est une technologie qui existe, qui est maîtrisée. L'innovation permet de réduire énormément le coût énergétique de ces solutions-là, avec des systèmes de récupération d'énergie, des membranes beaucoup plus efficaces et moins énergivores au mètre cube d'eau dessalée. Ça fait partie du cocktail des solutions. Donc là-dessus, la marche est tellement forte de ce qu'il va falloir construire que, au sens comme solution, pas nécessairement de construction, il y a les usages évidemment qu'il faut regarder. Donc c'est quel est le projet qu'on veut développer au niveau du territoire. Les solutions sont génériques. Le dessalement, la réutilisation, la réinfiltration, la sobriété, les réseaux intelligents, etc., etc. Les eaux de pluie, voilà, tout ce qu'on a évoqué. Donc ces solutions-là, elles existent, elles sont maîtrisées. On doit les amener un petit peu plus loin encore et on va faire de l'innovation dessus pour les rendre plus accessibles, plus efficaces, plus pertinentes. Donc celles-là sont génériques. Mais le projet, ce qu'on veut faire au niveau du territoire, ça, c'est un consensus local entre les différents usages. Et donc, il n'y a pas de mauvaise solution. Il y a que ce qui serait vraiment mauvais, c'est qu'il n'y ait pas de mouvement. Donc, on sait que ces solutions-là sont accessibles, elles ont du sens et elles permettent de répondre à l'enjeu qui est sécuriser l'accès à l'eau, se protéger de cette grande variabilité du cycle de l'eau qui est devant nous. Voilà, donc on aura des très fortes pluies, des très grandes périodes de sécheresse pendant des grandes durées. Il faut dévariabiliser pour, on va dire, sécuriser notre qualité de vie. Donc les solutions, elles existent, elles sont maîtrisées et aujourd'hui, on a besoin de voir émerger localement des projets qui sont ceux qui sont acceptables, acceptés, adaptés, pour la population, pour les enjeux, et puis surtout adaptable, parce que comme on ne sait pas exactement quelle sera la trajectoire du dérèglement climatique et ses conséquences sur le cycle de l'eau, mais il va falloir, entre guillemets, excusez-moi, approcher la trajectoire par morceaux, par des petits pas qui sont ceux qu'on peut se payer aujourd'hui et qui n'obèrent pas le futur. Donc il faut les faire en conscience, mais il faut les faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à nos deux invités. On vous applaudit. Excellent. Merci Pierre Ribaud. Merci Pascal Brault. Bravo. On vous retrouve. Et vive l'eau.
dans quelques instants pour parler de notre 4e session, la Lune post-avancée de la conquête martienne. À tout de suite.